L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, n'est-ce pas? Elle est en pleine explosion, elle transforme des secteurs entiers sous nos yeux. Mais voilà, cette révolution a un coût souvent invisible, son empreinte énergétique. Et plus les modèles deviennent puissants, plus leur soif de ressources et d'électricité grandit. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans ce sujet absolument crucial. Allez, pour commencer, je vous lance un chiffre, comme ça, brut. 552 tonnes. Ça ne vous évoque peut-être pas grand-chose, et pourtant. C'est la quantité d'émissions de carbone générée rien que pour entraîner un seul grand modèle d'IA, le fameux GPT-3. Oui, juste un, ça commence à faire réfléchir, non? Pour que ce chiffre soit un peu moins abstrait, on va le rendre plus parlant. Imaginez un vol, aller-retour pour une personne entre San Francisco et New York. Eh bien, l'entraînement de GPT-3, ça équivaut aux émissions de plusieurs centaines de vols comme celui-là. D'un seul coup, l'immatériel devient très, très concret. Bon, maintenant qu'on a une petite idée de l'échelle du problème, la question c'est comment on mesure ça au juste. Pour pouvoir analyser l'impact, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire, qu'on parle la même langue. L'unité de mesure clé, c'est le CO2 écu. Ça veut dire équivalent dioxyde de carbone. En gros, tous les gaz à effet de serre ne réchauffent pas la planète de la même manière. Cette unité, c'est une sorte de convertisseur universel qui permet de tout ramener à une seule échelle, celle du CO2. C'est notre point de repère pour toutes les comparaisons. Alors comment on calcule ce fameux CO2 écu? C'est un peu une recette à 3 ingrédients. D'abord, la consommation d'énergie brute du matériel, tout simplement, combien de kilowattheures ont été utilisés. Ensuite, l'intensité carbone de l'électricité. Est-ce qu'elle vient d'une centrale à charbon ou d'un champ d'éoliennes? Forcément, ça change tout. Et enfin, un truc un peu plus technique, le PUE, pour Power Usage Effectiveness, c'est l'efficacité énergétique du data center lui-même. Parce qu'il n'y a pas que les serveurs, il faut aussi refroidir tout ça, et ça consomme énormément. On a tendance à beaucoup se focaliser sur l'entraînement, la phase où on crée le modèle. Mais en réalité, c'est ne voir qu'une toute petite partie du tableau. L'impact environnemental d'un modèle d'IA, il s'étale sur tout son cycle de vie. Ce schéma montre bien tout le parcours. Ça commence bien avant le code, avec l'extraction des matières premières pour fabriquer les puces, et ça va jusqu'à leur fin de vie. Ici, on va se concentrer sur la fabrication du matériel, l'entraînement et le déploiement. Ce sont des phases absolument cruciales et, comme on va le voir, souvent sous-estimées. Prenons l'exemple du modèle Bloom, c'est très parlant. L'entraînement actif, c'est-à-dire le calcul pur, ça représente à peine la moitié des émissions. Près de 30% vient de l'énergie qu'il faut juste pour maintenir les systèmes allumés et refroidis, et plus de 20% ce sont les émissions intrinsèques, c'est-à-dire l'impact de la fabrication, même des serveurs et des cartes graphiques. C'est fou, non? L'impact est là avant même d'avoir lancé la moindre ligne de calcul. Et attention, après l'entraînement, il y a le déploiement. C'est ce qu'on appelle l'inférence. C'est le moment où le modèle est réellement utilisé pour répondre à des requêtes. D'après NVIDIA, cette phase peut représenter jusqu'à 90% de toute la charge de travail. Autrement dit, l'entraînement est un coup de départ massif, c'est vrai, mais l'utilisation au quotidien, c'est un marathon énergétique qui, sur la durée, est colossal. Mais est-ce que tous les modèles ont le même impact? Pas du tout. En comparant quelques géants de l'IA, il y a un facteur qui saute aux yeux et qui change absolument toute la donne. Regardez ce tableau. Prenons GPT-3 et Bloom. Ils sont quasiment jumeaux en termes de taille, autour de 175 milliards de paramètres, et pourtant, regardez leurs émissions de CO2 écu. C'est le jour et la nuit. La clé du mystère, elle se trouve dans la dernière colonne, l'intensité carbone du réseau électrique. Et ce graphique, il est sans appel. L'ampleur de la différence est énorme. 552 tonnes pour GPT-3 contre seulement 30 tonnes pour Bloom. C'est un écart de presque 20 fois pour des modèles de taille comparable. Mais alors, comment c'est possible? Le facteur décisif, c'est tout simplement le lieu d'entraînement. Bloom a été entraîné en France sur un réseau électrique très peu carboné, notamment grâce au nucléaire. GPT-3, lui, a été entraîné sur un réseau américain beaucoup plus chargé en carbone. La conclusion est simple, le choix du data center est sans doute le levier le plus puissant pour réduire l'empreinte carbone. On pourrait se dire que mesurer ces émissions, c'est facile. Mais en réalité, c'est un vrai casse-tête pour la communauté de recherche et ça crée pas mal de débats sur la meilleure façon d'obtenir des chiffres précis et qu'on puisse comparer. La question se pose, si cet enjeu est si majeur, pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'avoir un chiffre exact? La réponse tient en 2 mots, manque de transparence et diversité des méthodes de calcul. Le problème, c'est que la plupart des chercheurs n'ont pas accès directement au compteur électrique. Ils sont obligés d'utiliser des estimateurs, des calculateurs en ligne. Et des études ont montré que, selon l'outil utilisé, les estimations pour un même calcul peuvent varier du simple au double, voire plus. La mesure directe reste la référence absolue, mais malheureusement, elle est très rarement possible.
Heureusement, la prise de conscience grandit et les choses bougent. Passons maintenant aux solutions, aux actions concrètes qui commencent à émerger pour essayer de construire une intelligence artificielle un peu plus durable. J'aime beaucoup cette citation de Niels Bohr, qui a été reprise par les créateurs de l'outil Code Carbone. Elle résume parfaitement la première étape. Pour pouvoir réduire un impact, il faut d'abord être capable de le mesurer. Et justement, des outils existent pour ça. Code Carbone, par exemple, s'intègre directement dans du code Python pour suivre les émissions. Il y a aussi des calculateurs en ligne très simples comme Green Algorithms ou le MLCO2 Impact Calculator. Et pour des mesures plus pointues, des outils comme Scaphandre permettent un suivi énergétique en temps réel. Alors, concrètement, que peut-on faire? Premièrement, on l'a vu, choisir des data centers dans des régions où l'énergie est propre. Deuxièmement, optimiser les modèles eux-mêmes. Avec des techniques comme la distillation ou l'élagage, on peut créer des modèles plus petits, moins gourmands, mais tout aussi efficaces. Troisièmement, bien choisir son matériel pour qu'il soit le plus efficient possible. Et enfin, et c'est peut-être le plus important pour faire bouger les lignes, être transparent. Mesurer et publier l'empreinte carbone de ses travaux pour que ça devienne une norme dans la recherche. La question finale, elle, reste ouverte. L'IA est un outil d'innovation extraordinaire, c'est une évidence. Mais sa croissance ne peut pas se faire au détriment de notre planète. Le vrai défi pour nous tous, pour les années à venir, sera de trouver le juste équilibre entre le progrès technologique et la gestion responsable de nos ressources.